Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour que les chefs d'entreprise puissent venir ici un peu nous raconter leur histoire, d'où ils viennent, ce qu'ils font et puis ce qu'ils veulent faire surtout. Avec nous Alexandre Martinelli, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes fondateur, cofondateur, président cofondateur et président de la Javanaise. D'une entreprise qui s'appelle la Javanaise, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Absolument. Montrez-nous, si je m'ose dire, de l'intelligence artificielle. Dites-nous ce que c'est. Alors très concrètement, voilà. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes derrière, mais typiquement, si on prend Waze pour le grand public, le navigateur qu'on a dans les voitures. Voilà, c'est un logiciel intelligent qui s'adapte en temps réel et qui optimise derrière les trajectoires pour ses utilisateurs. C'est typiquement un système d'IA que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Il marche bien s'il a la bonne donnée. Il marche bien s'il a la bonne donnée et si beaucoup d'utilisateurs l'utilisent. Oui, parce que si jamais il y a des travaux sur le périphérique et qu'il ne les a pas, on est coincé. Absolument. Hein, donc, votre spécialité, c'est d'offrir ce protocole-là. Absolument. Alors, avec ces technologies-là, en fait, on propose des solutions aux entreprises pour automatiser leurs tâches à faible valeur ajoutée, comme le traitement des emails, par exemple, pour faciliter tout ce qui va être le partage de connaissances via des moteurs de recherche intelligents, très métiers, très liés derrière à des actes métiers, ou enfin des services qui permettent de personnaliser l'expérience client, l'expérience utilisateur de ces entreprises-là. Vous dites que c'est au cœur de la transformation de toutes les entreprises aujourd'hui, ça ? Aujourd'hui, la transformation par la data et l'IA, c'est effectivement un long chantier qui va occuper, je pense, les entreprises les 10 ou 15 prochaines années. L'IA était très utilisée dans le B2C, avec Google, enfin tous les acteurs qu'on connaît qui, eux, ont fait de cette technologie-là le levier de différenciation. C'est aujourd'hui, les grandes entreprises s'y mettent, les entreprises plus traditionnelles, et puis globalement, tout le B2B et l'industrie va être révolutionné, puisqu'on parle, c'est pas qu'une technologie qui améliore l'efficience, mais si on prend par exemple, dans le monde de la mobilité, la valeur, elle est transférée vers le logiciel, vers le système intelligent, comme on peut le constater. C'est un facteur de productivité fort. Alors, ça va être le facteur de productivité. C'est deux volets. Il y a le facteur de productivité sur tout ce qui va être automatisation de tâches à faible valeur ajoutée essentiellement. En revanche, il y a également des capacités cognitives, prédictives, qui permettent, par exemple, c'est le système autopilote de Tesla, qui est un système intelligent qui permet derrière de guider l'utilisateur dans la conduite de la voiture. Oui. Alors, bon, le cas de Tesla est un peu à part, mais la grande crainte de beaucoup de gens, c'est de se dire en fait, un salarié ou un individu ne va plus rien avoir à faire. Si tout est automatique. Non, tout ne sera pas automatisé. C'est certaines tâches qui vont être automatisées. Plutôt des tâches à faible valeur ajoutée aujourd'hui qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Les tâches répétitives et récurrentes sont typiquement des tâches qui sont des bons candidats à l'automatisation. En revanche, ça va dégager aussi du temps à l'humain pour créer de la valeur. Si je prends dans le domaine médical, l'IA va être capable de faire un diagnostic sur une image médicale. Pour autant, elle ne va pas remplacer le médecin qui, derrière, utilise cette donnée-là comme une autre. Mais aussi son intelligence pour faire son expérience. Et son expérience. Donc c'est vraiment la somme. L'IA va être déployée. De toute façon, le cadre de confiance, le cadre de réglementation qui est développé vise à développer des systèmes intelligents, mais qui sont complètement asservis par l'homme au service de Les secteurs dans lesquels vous travaillez le plus, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, on travaille beaucoup dans le service public. On accompagne par exemple le programme Intelligence Emploi de Pôle Emploi, qui est la transformation par l'IA de Pôle Emploi, qui est un grand programme. Sous l'impulsion gouvernementale, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été alloués à la transformation. C'est-à-dire pour faciliter et pour faciliter le rapprochement entre l'offre et la demande, pour améliorer l'efficience de certains processus, notamment. La santé, vous y êtes aussi, parce que vous en parliez. Alors la santé, c'est pas un domaine dans lequel nous on est très présent. On travaille un peu sur l'optimisation des flux hospitaliers, mais on peut pas dire qu'on soit un acteur majeur de la santé. On est présent dans l'industrie, par exemple. On accompagne RTE. Dans la RTE, c'est la société frère de EDF. C'est la branche transport d'EDF. Qui gère le transport de l'électricité, les réseaux, les fils. Exactement. On les aide à construire un outil, un logiciel, pour que leurs chercheurs soient en capacité de construire le réseau électrique intelligent de demain. Donc c'est des outils qui sont vraiment au service de l'humain pour faciliter des tâches plus ou moins complexes et plus ou moins sophistiquées. On voit beaucoup les gens de RTE quand il y a des pannes, par exemple. Oui, absolument. Est-ce que l'intelligence artificielle peut réduire le risque de panne, de choses comme ça, d'imprévus ? Absolument. Normalement, c'est justement une des difficultés dans le secteur énergétique, c'est les énergies renouvelables qui n'ont pas une constance de production permanente. Et le métier de RTE, c'est vraiment d'équilibrer le réseau. Il faut que l'entrée et la sortie soient à peu près équilibrées. Et évidemment, l'IA va permettre notamment de piloter par les prédictions
les capacités de production, etc. et d'optimiser derrière cette gestion-là. Sans vous embêter et sans faire de provocation, l'émergence et le développement de l'intelligence artificielle a été parallèle à l'émergence et le développement des attaques cyber. Est-ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle des moyens parallèlement de se protéger ? C'est à la fois, comme toute Vous avez technologie. ça ? Absolument. On travaille aussi sur des solutions de lutte contre la fraude, notamment. C'est des déploiements qui... Parce que les points de vulnérabilité sont nombreux à la ligne. Absolument. Alors, Plus il y a de data, plus il y a de... Ça va être un vrai sujet ces prochaines années. L'IA est un outil et une technologie très forte pour faire de la cyberdéfense. Certains l'utiliseront pour faire des attaques. Ça, c'est sûr. Mais comme toute technologie, elle est neutre à la base et c'est l'humain qui, selon son usage, fait du bien ou du mal. Deuxième chose, toujours sans provocation, ça peut être un facteur d'émission de gaz carbonique. Alors, ça peut être consommateur d'énergie, en gros. Oui, comme tout le monde, comme toute activité. Donc après, est-ce que vous avez là aussi des mécanismes de correction ? Nous, on travaille beaucoup en R&D pour optimiser l'usage des ressources. On va même se faire certifier numérique responsable. Ceci dit, l'impact derrière, évidemment... C'est un label, ça, numérique responsable ? Oui, c'est un label, absolument. Qui est décerné par une association qui s'appelle Lucie, auprès d'entreprises qui s'engagent dans leur pratique à avoir des conduites responsables. Donc vous avez ce label. On est en cours de certification. Et puis au-delà de ça, on axe une grande partie de nos travaux de R&D sur ces problématiques-là d'optimisation de l'usage des ressources pour créer de la valeur derrière. Ceci dit, évidemment, je respire, donc je consomme. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de vertus. On développe par exemple un projet avec des partenaires qui est cofinancé par l'Union européenne pour les villes, qui permet de piloter en temps réel l'émission de CO2 dans la ville, et puis de proposer derrière des politiques qui permettent d'optimiser de corriger et de définir en fait les politiques publiques qui permettent derrière d'optimiser les actions, définir les actions qui permettent derrière d'optimiser la consommation de CO2. Ça passe par les plans de circulation, ça passe par tout un tas de leviers, effectivement. Donc, dans ce cadre-là, l'IA va consommer, mais elle va aussi permettre derrière de bien piloter l'émission CO2. Donc, je pense, plutôt une solution finale. C'est une des solutions qui vont permettre, par l'optimisation des ressources qu'elle permet, également de combattre l'usage énergétique démesuré, etc. Les collectivités locales, les services publics en général sont plus en retard que les entreprises privées dans la mise en place de... Pas tant que ça. Pas du tout. Non. En fait, il y a eu une grosse impulsion gouvernementale et beaucoup de fonds qui ont été alloués au fait de déployer de l'IA dans les services publics. Donc c'est un secteur en fait qui est plus mature aujourd'hui que le secteur privé. Que la plupart des entreprises privées. Ça s'appelle la javanaise. Pourquoi vous avez appelé ça la javanaise grandiose ? Souvent, on pose souvent cette question. Je ne pouvais pas y échapper. J'ai dit que ce serait facile à retenir. Oui, ça c'est vrai. Et je me suis dit également que beaucoup de mes clients apprécieraient se souvenir de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. C'est un côté un peu rebelle, ce qu'on essaie un peu d'être, en se développant un peu différemment d'autres startups. Lajavanaise.com.fr pour en savoir plus. Lajavanaise.com. .com. Il y a tout là-dessus ? Oui. Merci.